Nantes, classée comme l'une des meilleures villes de France où il fait bon vivre, serait devenue en quelques années une ville où règne l'inquiétude, particulièrement dans certains quartiers et dans certaines zones du centre-ville où trafic et agression sont une réalité. C'est une belle ville à vivre, c'est sa fête, mais le jour, le soir, passé une certaine heure, je pense que même moi, je vous dis, j'ai 67 valets, j'ose même plus sortir après 10 heures. Nous, ça fait 2 ans qu'on est là et il y a 2 ans, c'était beaucoup plus craignos. Aujourd'hui, ça va mieux. En journée, c'est relativement calme. Mais pour avoir travaillé de soir, oui, des fois ça déborde un petit peu, mais ça va. En soi, c'est plutôt bien géré. La ville de Nantes a obtenu il y a plusieurs mois des renforts de police nationale et municipale. Qu'est-ce que ces renforts ont changé, si ça a changé quelque chose? Il y a eu des points d'amélioration la journée dans l'hypercentre. On voit que les choses vont vraiment dans le bon sens. Il reste des particularités, notamment la journée avec des points de deal. Pour moi, la police nationale et municipale doit s'adapter. Le 24h, 6h du matin reste quand même des zones à risque. Par rapport à l'époque avant, on était étudiants, dans les années 80, 90. Et oui, ça a changé. Alors, est-ce que les députés... Non, je pense que c'est une question d'éducation déjà. C'est pas un député qui va changer l'éducation des gens. On venait tous de Paris, on a été... Voilà, il y a quand même des zones, nous on habitait Gare du Nord et tout, en vrai on n'a pas été que dans des zones tranquilles quoi, on n'a jamais flippé de rentrer. Et là actuellement il y a des zones dans lesquelles on évite d'aller à Nantes à cause de ça, c'est quand même dommage quoi. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça change d'après vous? De moyens, de ressources humaines, de gens sur le terrain, je pense que c'est ça surtout. Alors c'est comment Nantes? Incroyable, c'est super. En cette période de réserve électorale, difficile de connaître les derniers chiffres, mais d'après ceux officiels de 2020, Nantes n'est pas plus dangereuse que d'autres grandes villes françaises. Face à l'insécurité, une autre réalité, celle de la justice nantaise, déjà très engorgée, qui manque de moyens et de magistrats pour traiter les affaires toujours plus nombreuses. Et nous vous retrouvons donc toujours au cœur de notre région, ici à Avrillé, dans le Maine-et-Loire, près d'Angers, toujours avec Nicolas Crozel de France Bleu Loire-Océan à mes côtés pour ce deuxième débat consacré à la Loire-Atlantique et cette fois aux circonscriptions nantaises. 5 candidats ou représentants de partis politiques à nos côtés pour ce second débat. Même chose que pour le premier sur Saint-Nazaire, nous allons vous demander aux uns et aux autres de vous présenter rapidement en une vingtaine de secondes et on commence avec vous, Anthony Béraud, bonsoir. Bonsoir. Alors moi je suis adjoint à la culture dans une des plus belles communes de Loire-Atlantique, Sautron. Je suis secrétaire départemental des Républicains et je suis candidat donc sur la première circonscription. Je représente la droite et le centre qui sont, à mon sens, la vraie alternative aujourd'hui entre les candidats qu'on nous présente comme quasiment assurés d'être au second tour, ceux de Mélenchon et puis ceux du président actuel. Et puis je représente donc les candidats qui sont ni soumis ni insoumis et des candidats libres, ceux de la droite et du centre. Merci beaucoup. Avec nous également, d'abord, peut-être qu'on peut voir les candidats sur la palette. Effectivement, les candidats. Autres candidats sur la première circonscription. Sur la première circonscription dans laquelle vous vous présentez, les autres candidats, on les voit à présent sur cet écran, les autres candidats sur cette circonscription. Et nous avons aussi avec nous en plateau Valérie Opelt, députée sortante de la deuxième circonscription. Bonsoir à vous. Bonsoir. 20 secondes de présentation. Oui, je suis actuellement la députée de la deuxième circonscription à Nantes, conseillère municipale et métropolitaine. J'ai travaillé pour ma part plus de 17 ans dans l'industrie et à l'Assemblée nationale, je me suis engagée sur des combats liés au handicap, à l'accessibilité universelle notamment, liés à l'insertion par l'emploi, au pouvoir d'achat et enfin la sécurité, on va en parler. On va effectivement en parler. Avec nous également sur ce plateau, Monsieur Boucher qui représente Nicolas Gagné qui était le candidat du Rassemblement national sur cette deuxième circonscription et qui s'est décommandé à la dernière minute. Monsieur Boucher, vous êtes le responsable départemental du Rassemblement national, donc vous avez accepté de rester une demi-heure de plus avec nous au pied levé pour le remplacer. Et voici donc les autres candidats sur cette deuxième circonscription de Loire-Atlantique qui sont également donc en lice pour ces élections législatives. À nos côtés également, Ophélie Guéguin du Parti animaliste. Bonsoir.
Bonsoir, alors je m'appelle Ophélie Guéguin, c'est la première fois que je me présente aux législatives. Dans la vie, je suis chargée de réseau départemental en action sociale à la Caisse d'allocation familiale et aujourd'hui je représente le parti animaliste dont je suis la correspondante sur le 44 et je suis également maman de 2 adolescents. Merci beaucoup. Et vous êtes face à d'autres candidats, bien sûr, sur cette 3e circonscription de Loire-Atlantique. On voit tout de suite leur nom et leur appartenance politique. Et puis, avec nous pour compléter ce plateau, Julie Laernos, candidate écologiste et NUPS sur la 4e circonscription. 20 secondes. Vous avez presque tout décrit. Moi, j'ai 39 ans, j'ai 2 enfants, donc je suis mère de famille. Je me suis engagée dans la politique pour une raison très simple, c'est d'essayer de garantir un avenir à mes enfants et aux petits-enfants, et puis surtout de faire en sorte d'améliorer la vie quotidienne des gens. C'est pour ça que je suis rentrée en politique locale et je pense qu'il y a pas mal de choses à changer au niveau national. C'est tout le sens de ma candidature. Et là encore, nous allons prendre connaissance des autres candidats qui sont en lice sur cette 4e circonscription de Loire-Atlantique. Voilà les 12 candidats sur cette circonscription. Et je me retourne vers vous, Julie Laernos, pour lancer ce débat. On a entendu dans le reportage un Nantais qui disait « c'est pas un député qui va changer l'éducation des gens » quand on parlait de sécurité, mais peut-être qu'un député a quand même un rôle à jouer sur cette question de sécurité. Sur la question de sécurité, mais aussi sur la question de l'éducation. Et je pense que c'est un point important. C'est la société dans laquelle on vit. Les violences, elles émanent aussi des inégalités, mais aussi du vivre ensemble. Et donc là-dedans, oui, un député a des compétences et une importance majeure, notamment de redonner confiance à la jeunesse, à l'éducation, mais on va en reparler plus tard. Sur la question de la justice, de la sécurité, on a vu dans ce quinquennat, malgré les efforts aussi qu'ont apporté les collectivités territoriales, le fait que l'État ne sait pas maintenir l'ordre. On a eu la crise des Gilets jaunes, mais je vous invite à voir les images aussi auprès du Stade de France de ces derniers jours. Il y a un problème de maintien de l'ordre dans le pays, mais pour la question de la sécurité et des violences qu'on peut subir quand on habite dans des grandes villes qui ne sont effectivement pas plus hauts que la moyenne. On rappelle que vous êtes adjointe à la mairie de Nantes aussi, vous ne l'avez pas dit dans votre présentation, mais peut-être. Tout à fait, mais il y a une réinstauration de moyens, donc d'effectifs de police, une police de proximité qui travaille en confiance, qui réprime aussi, puisqu'il y a des faits d'agression, de drogue aussi qu'il faut réprimer, et il faut que les moyens de la justice, vous avez évoqué dans votre reportage le manque de moyens des magistrats au tribunal judiciaire. Ces manques de moyens. Il y en a 51, il en manque 28 pour pouvoir traiter les choses. Donc, quand un policier arrête un délinquant, si ensuite il est relâché, eh ben on voit bien les effets d'impunité que ça peut créer. Les renforts de police dont on parlait dans le reportage et dont vous parliez à l'instant, ils sont passés, Madame Opelt, par un contrat de sécurité intégré qui a été signé il y a 1 an, pratiquement jour pour jour, par le ministre de l'Intérieur et par Johanna Rolland, la maire de Nantes. 70 policiers nationaux, 70 policiers municipaux supplémentaires. C'était un peu l'engagement donnant-donnant. Est-ce que pour vous, ça va dans le bon sens, mais est-ce qu'il faut aller encore plus loin dans une ville comme Nantes ? Alors oui, évidemment. Alors je voudrais d'abord remercier les forces de l'ordre qui font un travail difficile actuellement, d'autant plus que l'on sait que l'Alliance LFI, NUPS, montre à quel point ils ont cette haine de la police. Et nous avons justement travaillé ce renforcement. Justement, c'est 10 000, pardon, je termine. Excusez-moi, 10 000 policiers, vous ne pouvez pas parler de haine de la police. 10 000 policiers supplémentaires sur le premier quinquennat et 10 000 de plus sur ce second quinquennat. Et effectivement, pour Nantes, ce contrat de sécurité intégré qui a été signé entre l'État et la ville montre à quel point il faut un engagement aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau des collectivités. Et il sera tenu parce que pour l'instant, on en a 40. 150 policiers qui sont arrivés depuis 2017 et je me suis battue justement pour pouvoir faire en sorte que Nantes soit mieux servie que les autres territoires. Et effectivement, il y aura une suite. Et la sécurité, ce n'est pas que la répression. Il faut parler effectivement de la prévention, de l'éducation et de la justice. Et c'est bien cette deuxième phase que nous allons travailler. Donc c'est continuer sur cette lancée en fait. Oui, voilà. L'idée, c'est de continuer. Ça suffit sur la ville de Nantes ? Le contrat de sécurité intégrée, non, ce n'est pas suffisant, naturellement. Il faut développer notamment les effectifs de police municipale, recruter 100 nouveaux policiers, les armer, renforcer... Les armées, ce qui n'est pas le cas actuellement. Les armées, ce qui n'est pas le cas actuellement. Nous proposons ce que nous proposions lors de l'élection municipale de 2020, et nous poursuivons cette proposition de les armer, renforcer la vidéosurveillance, la vidéoprotection. Et puis, il y a un problème qui n'est jamais posé ni dans cette élection, ni dans les autres,
concernant la sécurité à Nantes, c'est tout de même la place importante désormais de l'immigration, et notamment d'une immigration clandestine à Nantes. Il me revient ces images en 2018-2019 de ces 600 jeunes hommes square d'Avier, qui n'étaient pas les bienvenus pour beaucoup des riverains qui se trouvaient aux alentours. Ça posait d'énormes problèmes. Bon, ces sujets-là n'ont pas été... Pour être très clair, vous faites un lien, vous, entre l'immigration et l'insécurité qui aurait augmenté à Nantes, même si Totalement. On entend que ça semble aller mieux? Totalement. À Nantes, comme dans les grandes métropoles, nous faisons effectivement un lien. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? L'expérience des choses. Et pour certains de nos électeurs et de nos adhérents, l'expérience dans leur chair de ce qu'est l'immigration au quotidien, de ce qu'est l'immigration, une véritable immigration de submersion que nous subissons particulièrement depuis la crise en Syrie, etc., depuis ces 5-6 dernières années. Alors Anthony Béraud, quelle est votre place, vous, votre positionnement sur ces questions-là, entre les discours qu'on vient d'entendre? C'est assez simple en fait. Je pense qu'il faut souligner les efforts qui ont été faits justement, mais il faut aller plus loin parce que évidemment ça ne suffit pas. Il faut encore davantage de policiers nationaux. Il faut aller plus loin avec la police municipale. Il faut l'armée effectivement. Il faut aider les collectivités qui ont fait. Je pense à la région notamment des Pays de la Loire qui ont fait des efforts pour aider les petites collectivités justement sur cette question de l'armement des polices municipales, sur la question de la vidéoprotection. Mais il faut parler de la justice aussi, pour laquelle il faut donner beaucoup de moyens, ce qui n'a pas été le cas sur ce quinquennat. Il faut également construire des places de prison. Là, ça a été 2000 sur les 15 000 qui avaient été promises par Emmanuel Macron. On en est très loin, il faut aller là-dessus. Et puis, pardon, il y a aussi une question, je pense, d'incarnation de l'autorité qui va avec tout ça. Je vous rappelle que le quinquennat a quand même commencé avec l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, où on a donné, entre guillemets, raison à l'illégalité contre la démocratie, contre l'état de droit. Et tout ça, ça fait partie des choses vers lesquelles il faut travailler, évidemment. Ophélie Guéguin, je ne sais pas quelle peut être la position d'un parti animaliste, celui dont vous êtes référente en Loire-Atlantique. Je précise qu'on a choisi de vous inviter parce que nous sommes dans ce département de Loire-Atlantique, un de ceux où vous avez le plus de représentants. 8 candidats sur 10 circonscriptions. Quelle est votre position sur une question aussi centrale que la sécurité ? Alors c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, et à juste titre, qu'est-ce que pourrait dire le parti animaliste, puisqu'on est monothématique, on ne parle que des animaux, et par contre on est transpartisan, donc on n'est ni de droite ni de gauche, mais on a bien évidemment réfléchi sur la question. Et en fait, la violence est un problème récurrent dans notre société, profondément ancré dans notre éducation. Et le coût de la violence est extrêmement élevé pour la société. Donc on a remarqué, il y a eu des études qui ont été faites, qu'il y a un lien entre les violences faites aux animaux et l'indélinquance, incluant les violences faites aux humains, qui a été établi par de nombreux travaux et nombreuses études. Donc, dans certains pays... Tout est lié. Donc, tout est lié pour vous. Alors, donc, c'est une question d'éducation. On va essayer d'aller assez rapidement pour passer à d'autres questions. C'est une question d'éducation, tout à fait. C'est aussi une question d'éducation. Et on revient un petit peu à la première question qu'on vous posait, Julie Lernos. La sécurité, c'est aussi un problème d'éducation, de société ? Tout à fait. Je voulais revenir quand même sur certains propos qui ne sont pas entendables, je pense, aujourd'hui. Le mot haine, le mot haine, quand on parle de la police, me fait effectivement bondir. La police est un service public qui est indispensable dans notre société, au même titre que l'éducation, au même titre que la poste. Mais reconnaissez que Jean-Luc Mélenchon a eu des mots très très durs envers la police. Et vous êtes aujourd'hui une candidate de cette bannière NUPES. Est-ce que vous les assumez, ces termes ? Il y a une manière de maintenir l'ordre, y compris sur la ville de Nantes. Il y a aussi l'affaire de Steve Maia-Caniço, notamment. Et il y a un désinvestissement dans les services publics de police. Quand on est élu local, permanence de sécurité, vous visitez les commissariats, vous parlez avec celles et ceux qui exercent ce métier difficile. Ils vous parlent de leurs conditions de travail qui sont assez déplorables. Je ne sais pas si vous connaissez le commissariat de police qui est sous le tribunal de justice. Il n'y a ni lumière ni aération. Ce sont des conditions de travail. Et il y a eu, je suis désolée, un désinvestissement dans tous les services publics, également dans ceux de la police et de la justice. Donc une candidate de la justice comme vous nous dit qu'il faut investir aussi dans la police. Tout à fait, une police de proximité qui rétablit une confiance et qui peut être garante. Et on ne peut pas tolérer, quelque part, d'avoir des coups de feu en plein milieu d'après-midi au Clos-Taureau à Nantes-Sud. Ça, ce sont des délits qui relèvent de la police nationale. Et là aussi, des policiers qui sont projetés dans des quartiers qui ne les connaissent pas, c'est beaucoup plus compliqué de mener des vraies enquêtes et ils n'ont pas les moyens pour ce faire. Et donc, ce n'est pas aller vers une dérive sécuritaire, armer la police municipale, etc. Mais c'est simplement de rétablir un lien de confiance aussi avec la police qui est nécessaire dans notre société. Gardez un peu de temps de parole parce que vous savez que ça défile, vous ne pourrez pas parler pour le reste après. Valérie Opelt, je me retourne vers vous parce qu'on parlait du maintien de l'ordre et des défaillances, peut-être, en tout cas, c'est ce que disait Julie Lernos en citant le Stade de France il y a quelques jours. On en est où de votre demande auprès du ministre de
de l'Intérieur de la dissolution de Nantes révoltée. C'était que du bruit, c'était que du vent? Ah non, c'est pas du tout du vent, c'est en cours, mais après, on ne fait pas des choses n'importe comment. Il y a le Conseil d'État qui peut être saisi. Donc l'idée, effectivement, le dossier est actuellement en cours au ministère de l'Intérieur et c'est à eux de piloter. Cette dissolution à l'issue d'une manifestation il y a quelques semaines, en début d'année. Qui avait dégénéré. Une manifestation qui était profondément violente. Mais encore une fois, je voudrais quand même revenir sur le thème principal et le rôle du député et député de la majorité présidentielle, parce que la plupart du temps, ce sont ces députés qui portent ces sujets à l'Assemblée nationale. C'est ce que vous aviez fait là, en l'occurrence. Vous aviez une loi suite à la consultation Beauvau qui avait été réalisée auprès de la police, des forces de l'ordre et des populations. Et nous allons évidemment réfléchir sur comment on peut relier la population à la police, aux forces de l'ordre, avec plus de proximité, plus de simplification aussi pour arrêter de complexifier. Et puis, je voudrais revenir sur les budgets, parce que j'ai entendu des critiques sur les budgets. La justice, c'est plus 32% de budget sur les derniers quinquennats. Et on va continuer cet effort. Recrutement de 8500 magistrats, c'est presque le double du nombre de magistrats en France, avec évidemment une attention sur Nantes, parce qu'actuellement il y a une enquête sur le tribunal justement pour réviser la réorganisation, réduire les délais. Et encore une fois, c'est un continuum sécurité qui comprend la prévention, l'éducation, Monsieur Béraud, et puis cette justice. Je reviens, puisque vous représentez un parti, les Républicains, qui est présent aussi dans le conseil municipal de Nantes, qui condamne très très fermement à chaque fois les manifestations. Est-ce que vous êtes pour un encadrement plus strict des manifestations, notamment à Nantes ? Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'en plus, tout simplement déjà avec une déclaration préalable en préfecture, ce qui n'est pas le cas à Nantes, ce qui est une exception française. Et puis je reviens sur Nantes révoltée, je trouve ça intéressant parce que c'est un peu symptomatique de ce qui se passe à Nantes, où on a justement une gauche qui est un petit peu très ambiguë sur les condamnations des manifestations qui sont organisées par Nantes révoltée. Et puis La République En Marche qui justement nous dit on va demander la dissolution de Nantes révoltée. Et puis voilà, ça fait des mois qu'on attend, il ne s'est rien passé. Qui l'a demandé. Tout à fait, mais enfin là, vous disiez que c'est vous qui l'aviez porté. Pour l'instant, mais en tout cas, on n'a rien vu. C'est un peu à l'image de la politique sécuritaire du gouvernement. C'est beaucoup de communication et pas beaucoup d'actes. Non, c'est de l'action, ça. En tout cas, pour l'instant, c'est pas fait. C'est pas fait. Monsieur Boucher, un petit mot peut-être sur ce débat. Oui, sur Nantes révoltée. Pardon. Sur Nantes révoltée, naturellement, nous demandons sa dissolution immédiate. Nous l'avions déjà demandé en... Juridiquement, ça ne paraît pas si simple que ça. La preuve, c'est que M. Darmanin met du temps à aller au bout du processus. C'est peut-être pas si évident que ça. Comment on peut dissoudre un média, fut-il militant, etc. Ce n'est pas qu'un média, c'est un groupement de faits, d'individus anarchistes. Ils ont le droit d'être anarchistes, ceci étant. Ils n'ont pas le droit d'être violents, en revanche, et de ne pas respecter la loi. Ils n'ont pas le droit d'être violents envers les biens et les personnes, comme ils l'ont fait lors de cette manifestation chaotique en janvier, et plus récemment encore, le 1er mai, lorsqu'ils ont saccagé des biens, un hôtel, un magasin Gosport, etc. Nous demandons donc très régulièrement, et nous demanderons jusqu'à ce que cela soit obtenu, la dissolution du collectif de fête Nantes révoltée, qui, sous couvert de réflexion politique à gauche, n'est qu'un ramassis d'individus violents et extrémistes. Ça n'améliorera pas la sécurité à Nantes pour celles et ceux qui subissent des cambriolages, des agressions. 2% des viols qui sont condamnés. Tout ça ne résoudra rien. Je pense que le débat sur Nantes révoltée, vous ratez ce qui impacte le quotidien de celles et ceux qui habitent. On parlait du maintien de l'ordre de façon globale. Est-ce qu'il faut modifier la façon d'appréhender le maintien de l'ordre et les manifestations? Effectivement, on n'est pas sur la sécurité propre. Un mot vraiment très rapidement, Ophélie Guéguin, vous, sur justement l'interdiction des manifestations. Est-ce que vous considérez que c'est une mesure qui est nécessaire? Enfin, en tout cas, l'encadrement, pardon, pas l'interdiction, l'encadrement, pardon. La déclaration préalable. Déclaration préalable. Bah alors, moi, j'apprends quelque chose comme quoi il fallait pas, qu'à Nantes, on ne déclare pas les manifestations, parce qu'il me semble que nous, à chaque fois qu'on fait une manifestation, on déclare en préfecture. C'est une spécificité française, une historique et locale à Nantes. Ouais. Ça doit changer, ou vous dites bien non, la liberté de manifester, elle passe aussi par une liberté de sortir dans la rue quand on n'est pas content. Tout à fait, il y a une liberté pour moi de manifester, et cette liberté-là, elle est valable au centre-ville, mais elle est également valable dans les campagnes, et se déplacer en sécurité. Et là, aujourd'hui, c'est pas le cas dans les campagnes en France, de se déplacer en sécurité. Donc moi, j'irai plus loin que Nantes. Je ne resterai pas que sur Nantes. Je vis sur Nantes. Mais la sécurité à Nantes, comme l'a dit le reportage, il y a quand même, ça va mieux. Moi, je ne me sens pas du tout en insécurité sur Nantes. Mais par contre, dans les campagnes, je me sens très en insécurité, à cause de la chasse en particulier. Et des circonscriptions nantaises comprennent aussi des communes rurales. On en parle moins, mais c'est évidemment une réalité de cet électorat. On a évoqué, bien sûr, dans le reportage et dans nos propos, la situation de sécurité. Il y a eu des
les témoignages dans notre reportage sur ces jeunes qui vivent le soir, la journée, la nuit dans cette ville de Nantes, qui ont des approches très différentes. Il faut dire que Nantes est une ville jeune, étudiante, 56 000 étudiants. Très concrètement, on a vu la situation de ces jeunes compliquée par la crise du Covid, la crise sociale, la crise économique, la crise bien sûr de leurs études. Je voudrais savoir de façon très concrète, très précise, les uns après les autres, ce que vous proposez pour les aider, les soutenir financièrement, ces étudiants et plus largement ces jeunes. Valérie Opelt. Oui, d'abord, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé ces 5 dernières années. Effectivement, la crise Covid nous a montré à quel point il fallait avoir une attention particulière pour notre jeunesse. C'est pour ça que nous avons travaillé sur Un jeune, une solution, avec un boom des contrats d'apprentissage. Nous avons travaillé aussi aux 500 € de contrat d'engagement jeune avec un accompagnement social. Et nous avons effectivement permis, avec la mise en place des 1 € Crous, les repas à 1 €. Et ça, ce sont des petites avancées, mais il faut aller effectivement beaucoup plus loin. Et on aura des mesures orientées vers les jeunes, la révision des bourses, qui est un exemple. Je pense aussi à la solidarité à la source. L'idée est de pouvoir permettre à cette jeunesse de toucher automatiquement des droits. Je pense aux APL, par exemple, qui sont des droits qu'ils ne touchent pas toujours et qui puissent le faire de façon automatique et juste. On touche ici au non-recours aux droits, en réalité. Est-ce qu'il faut aller vers un revenu minimum dont a parlé Emmanuel Macron? Il semblait très contre. Dans la campagne, il a envisagé. On préfère pousser l'emploi, pousser la formation, l'accompagnement. C'est ça, c'est cet accompagnement. Et je pense d'ailleurs aux jeunes en situation de handicap. La jeunesse qui veut faire des études, qui veut partir à l'université, on leur permettra d'avoir 500 € de revenus et un accompagnement à la maison. Julie Lernos, peut-être vous entendre là-dessus, quand on sait qu'en plus la tranche des 18-24 ans a été la plus forte en abstention à la présidentielle, 41%. Quel message vous portez, vous, au sein de la NUPES, dont on sait quand même que généralement l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, il est plus jeune que la moyenne nationale? J'ai envie de dire que ce n'est pas un sujet électoraliste. La jeunesse a été réellement sacrifiée ces dernières années. Ça a commencé avec la loi Pécresse sur notamment les universités. Ça a été prolongé par la loi Furaso. J'étais ce matin avec les représentants des étudiants en sciences sociales. La situation qu'on voit dans les médias est quand même assez abracadabrante dans un pays aussi riche que la France, que plus d'un quart des jeunes vivent sous le seuil de pauvreté. On a le taux de chômage des 18-25 ans qui est le plus élevé. Et donc, du coup, c'est le constat. Mais qu'est-ce que vous faites si Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre dans nous, 3 semaines? Nous, on est assez clair sur le revenu de base de 1 063 € pour chaque jeune, pour qu'il puisse pourvoir à ses propres besoins, qu'il y ait une réelle autonomie. Et puis, on est aussi pour construire 15 000 logements étudiants, parce que quand on voit le défi que c'est de pouvoir faire les études qu'on veut, s'inscrire en première année, mais ensuite, c'est tout aussi compliqué pour partir en master, et ça dépendra de quelle ville, etc. Et en moyenne, les étudiants mettent 1 an et demi à trouver un logement, sans parler de boucler la fin du mois et de pouvoir se nourrir. Et puis les aides du Crous et des restaurants universitaires ne suffisent plus. Et donc les étudiants ont monté eux-mêmes avec l'aide des collectivités territoriales, notamment des épiceries sociales et des restaurants pour pouvoir se nourrir. Budgétiser 330 milliards € que vous allez laisser à la jeunesse pour leur futur. Il y a 2 projets de gauche et de droite, Institut Montaigne. Et si vous voulez parler des 30 millions d'euros sur le service 330 milliards d'euros de dette, parce que votre programme n'a pas été budgété. Je crois qu'il nous reste 3 minutes de débat. Alors on va peut-être entendre les autres candidats, parce qu'il nous reste malheureusement. Et notamment Ophélie Guéguin, puisque la jeunesse, c'est vraiment, entre guillemets, votre cœur de cible sur ce parti animaliste notamment. Qu'est-ce que vous proposez à cette jeunesse qui vous écoute et qui a, dans le passé, déjà voté pour vous ? Alors, c'est notre cœur de cible, en effet, parce qu'il y a beaucoup d'effervescence vis-à-vis du parti animaliste. On a créé le campus animaliste avec beaucoup d'adhésion. Alors, nous, ce qu'on propose concrètement, c'est, pour augmenter le pouvoir d'achat, c'est faire une TVA à 0% sur tous les produits de première nécessité, avec un bilan carbone plutôt bon. Donc, ça veut dire une TVA à 0% sur les fruits, les légumes, les légumineuses, sur toutes les protéines végétales. Par contre, on propose de taxer réellement les produits qui sont avec un bilan carbone désastreux, c'est-à-dire la viande, les produits d'origine animale, puisque le parti animaliste a une volonté, c'est de réduire la consommation de la viande de 50% d'ici 2027. C'est un objectif qui est réalisable tout à fait pour tout le monde. Gauthier Boucher pour le Rassemblement national. Rapidement, il nous reste 1:30, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas, pour notre part, pour les solutions magiques du type revenu universel, revenu jeune. En revanche, nous proposons des mesures comme notamment l'exonération d'impôt sur le revenu pour les jeunes de moins de 30 ans, la création de 50 000 logements étudiants également,
Puis je suis un peu surpris pour ma part d'entendre la représentante de la majorité présidentielle ici faire des leçons de budget, y compris à mes opposants, alors que c'est tout de même M. Macron qui a augmenté la dette de ce pays de 600 milliards d'euros. Lui qui prétendait être, qui se faisait appeler le Mozart de la finance, je crois. Et en un mot, Anthony Béraud, votre proposition pour aider concrètement la jeunesse? Ce sera votre conclusion. Ce sera ma conclusion, c'est parfait. Et bien justement, déjà, les aider en travaillant sur la dette climatique, mais sur la dette financière aussi. Et plus concrètement, travailler à la construction massive de logements étudiants, permettre le prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété. Et puis les aider à trouver un travail, plus que l'assistanat, c'est quand même mieux. Et donc les aider à trouver des formations qui débouchent sur un emploi. Merci beaucoup aux uns et aux autres d'avoir participé à ce deuxième débat consacré à la Loire-Atlantique et à ses circonscriptions nantaises. Un débat que vous pouvez retrouver bien sûr sur nos réseaux sociaux et notre site internet pdl.france3.fr. Et puis vous pouvez également retrouver tous les candidats des 10 circonscriptions de Loire-Atlantique sur ce même site. Prochain rendez-vous avec la politique, ce sera ce soir à 23h30 avec un débat consacré à la Mayenne. Et vous retrouverez également ce débat sur la Loire-Atlantique. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. Tout de suite, le 19-20.